Bonjour de Gaza. Gaza, les difficultés, Gaza, la souffrance, Gaza toujours ce blocus israélien inhumain, mais Gaza, la volonté, Gaza, la vie, Gaza, la résistante, Gaza, la liberté, Gaza, le courage, Gaza, la détermination, Gaza, la dignité, Gaza, l'avenir, Gaza, la vie culturelle riche, Gaza, la solidarité francophone et Gaza, l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 27 mars 2016. Il fait beau à Gaza. Au plaisir de vous retrouver en direct depuis Gaza avec votre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza la vie. Une nouvelle fois, le terrorisme a frappé cette fois-ci à Bruxelles en Belgique. Notre solidarité de Gaza ce blocus avec les familles de victimes pour la liberté contre la haine. Bon fête de Pâques à tous depuis Gaza la vie. Aujourd'hui, on a profité de la présence d'un photographe et archéologue français qui se trouve à Gaza pour des photos et pour un projet de livre qui va nous parler de son projet, de sa résidence à Gaza, de sa mission à Gaza, de l'archéologie dans la bande de Gaza et ses projets photos et livres sur l'archéologie et sur les chrétiens de Gaza. J'ai le plaisir d'inviter dans le studio Monsieur Serge Nègre, photographe et archéologue français, actuellement dans la bande de Gaza, pour un livre sur les sites archéologiques et pour un livre sur les chrétiens à Gaza. Bonjour Serge. Bonjour. Bienvenue dans le studio des gens journalistes. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes actuellement à Gaza depuis 2 semaines. Vous avez beaucoup de projets. Vous fréquentez la bande de Gaza et la Palestine depuis des années. Vous êtes actuellement à Gaza pour des projets photos, pour des livres que vous avez nous parler de vos projets. D'abord, depuis quand vous fréquentez la Palestine en général et la bande de Gaza en particulier? Alors, mon premier voyage en Palestine était en 1972, il y a donc près de 44 ans. Et pour la bande de Gaza, il y a 5 ans que je viens régulièrement pour travailler, entre autres, comme assistant et pour faire des images, des photographies toujours, puisque je suis aussi photographe et infirmier à l'hôpital Shifa, où je fais quelques photographies qui vont servir aux études et pour voir un peu la situation dans les blocs opératoires à l'hôpital Shifa avec 2 médecins français qui vont arriver prochainement pour une autre mission, donc je travaille aussi avec eux. Oui, dans le cadre de projets médicaux pour Gaza, donc vous êtes infirmier depuis 44 ans maintenant, vous fréquentez la Palestine, les camps de réfugiés au Liban, la bande de Gaza depuis 5 ans. Le thème aujourd'hui, on sera donc justement vos rencontres, vos livres, photos sur Gaza. On voit que l'année dernière, je pense, vous avez publié un livre sur les Mamelouks, sur l'architecture ottomane et mamelouk de Gaza. De Gaza, c'est intéressant. Imprimé à Gaza, il faut souligner. Voilà, imprimé à Gaza, c'est depuis 5 ans, donc vous prenez des photos en dehors de votre travail comme infirmier. Vous venez souvent dans une mission médicale à l'hôpital Shifa pour une formation donc pour les infirmiers de Gaza. Merci beaucoup pour ces actions, pour ces solidarités. Mais en dehors de votre travail comme formateur pour les infirmiers de Gaza, vous êtes un photographe professionnel, parce que vous êtes déjà venu au département français 2-3 fois et vous avez animé beaucoup d'ateliers photos, ateliers appréciés par les étudiants, parce qu'après cet atelier, maintenant, ils ont l'habitude de prendre des photos, de faire des reportages en français. D'ailleurs, il y a des étudiants qui ont gagné des concours de photos et des concours de vidéos de reportages, notamment un concours organisé à l'Institut du monde arabe à Lima l'année dernière. Et à propos de Lima, justement, ça c'est votre introduction, il y avait un colloque intéressant sur Gaza, Gaza inédite, organisé à Lima, l'Institut du monde arabe, le 19 et le 20 mars. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous étiez ici à Gaza, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce colloque Gaza inédite avec beaucoup de conférences sur notamment l'archéologie
dans la bande de Gaza. Oui, effectivement, ce colloque a eu lieu il y a quelques jours seulement à Paris. C'est un colloque qui avait pour thème donc l'archéologie à Gaza. L'archéologie qui devient de plus en plus difficile à Gaza à cause des tensions intérieures, à cause de l'accès à Gaza qui est tout à fait incertain. Et donc les archéologues sont condamnés, mais c'est une bonne condamnation aussi, à travailler sur tous les travaux effectués depuis 1995, tous les travaux archéologiques auxquels j'ai aussi participé en faisant quelques photographies aériennes, notamment en utilisant des cerfs-volants tout à fait pacifiques et qui permettent de faire des vues aériennes des sites archéologiques très intéressantes et très précises, permettent de relever les plans et tout ce qu'on peut exploiter à partir de photographies aériennes. Donc, en effet, c'est à partir de 1995 que s'est développé avec Jean-Baptiste Humbert de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem une mission archéologique en coopération avec les autorités palestiniennes, bien sûr, et françaises. Ces travaux ont donné, au bout de plusieurs années, ont révélé les sites d'Antédon, par exemple, qui est une cité et un port important grec, qui se développe sur une très grande surface, puisque ça mesure au moins 600 mètres de long. On a trouvé également le site de Jabalia, où des églises, de plusieurs églises côte à côte, avec également un baptistère présente sur 500 mètres carrés de mosaïques, tout à fait intéressante, d'une extrême diversité. Un site qui malheureusement était protégé, l'est toujours, mais qui demande un soin quotidien et une vérification de l'état de ce trésor, qui est un trésor pour Gaza, bien sûr, c'est l'histoire et le passé de Gaza, mais ça dépasse largement Gaza, c'est un trésor de l'humanité également, bien sûr. Ensuite, autre chose très importante, à Tel El Amr, c'est un vaste complexe de monastères en Terre Sainte. Le premier, puisque ce monastère de Saint-Hilarion, c'est comme ça qu'on le dénomme, s'étend sur plus de 15 000 mètres carrés. Et c'est dans ce lieu très important que s'est développé le monachisme. Jusqu'en 2014, des enfants sont venus par centaines visiter le site grâce à des Palestiniens formés à l'archéologie et à l'histoire à la fois. Tel El Amr, il est situé à Gaza ou à Deir el-Bala? C'est situé entre Deir el-Bala et Gaza, pas très loin, tout près de Nuseirat en fait. Oui. Tout près de la mer, un site très très intéressant. Des centaines d'enfants, je disais, donc, sont venus visiter ça régulièrement. Il y a quelques problèmes maintenant de visite et de gardiennage du site ou d'entretien du site, mais on a pu initier, grâce à des Palestiniens qui ont été formés donc, à la visite de ce site et à l'histoire et au passé de Gaza, qui a un passé vraiment très très riche sur un coin de la Méditerranée, mais qui a un passé très très riche depuis très longtemps. On pense que les gens connaissent ici peu leur histoire, qui remonte à la haute antiquité, vers l'âge du bronze, c'est-à-dire à peu près 1500 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à 3500 ans d'aujourd'hui. Tour à tour, la cité de Gaza a été une cité prospère du Levant, une ville philistine, qui a donné le mot palestinien, et un très grand comptoir grec. Évidemment, sa situation privilégiée sur un coin sud-est de la Méditerranée, au débouché de la péninsule arabique, vers le monde méditerranéen, était une excellente porte de l'Orient vers le monde méditerranéen, grec, romain. C'est ainsi que l'activité commerciale de Gaza et du port d'Antédon, dont on parlait, s'est développée et a joué un très grand rôle commercial dans l'histoire de Gaza. Et donc, si je comprends bien, ces sites, maintenant, ils ont des problèmes d'entretien et de restauration. Alors, bien entendu, les conditions de la vie de Gaza et du problème en général des Palestiniens et des Israéliens fait qu'il y a d'autres priorités, notamment suite au conflit qu'il y a eu les dernières années. Et l'argent des donateurs va plus facilement à la restauration des maisons ou des écoles ou des routes que, bien entendu, à l'archéologie
qui a peut-être un peu moins d'intérêt pour certains Palestiniens, mais surtout, effectivement, qui est moins urgente que le secours des gens qui ont perdu leur maison ou leurs hôpitaux. Et les missions, donc les conséquences de ce blocus israélien et de les 3 dernières offensives militaires, il y a moins de visites archéologiques internationales. On pense à l'école publique française, à Jean-Baptiste, à vous-même, à d'autres archéologues et missionnaires rencontrés à Gaza ces dernières années, mais on a remarqué qu'avec les événements, avec l'accès difficile, avec le blocus israélien, l'interdiction israélienne de beaucoup d'invités de venir, qu'il y a moins de, vous me dites, donc il y a moins de missions archéologiques pour Gaza, c'est ça? C'est ça, oui, il y a moins de tourisme. On ne peut pas parler vraiment de tourisme à Gaza, bien qu'il y ait des formidables lieux à développer. Et dans le futur, j'espère que les touristes viendront nombreux visiter ces sites archéologiques remarquables. Mais simplement, sur le point de vue pratique, même pour l'archéologie, c'est devenu difficile. Donc, Mais voilà, oui. Mais ce qui est important, c'est que les Gazaouis ont pris peu à peu compte et connaissance de leur passé exceptionnel, malgré cette situation politique présente, bien sûr, défavorable. Justement, voilà, on a une situation politique, économique, culturelle, sociale très difficile avec le blocus, avec les événements, avec le chômage, avec les fermetures de frontières. Il n'y a pas vraiment de contact avec le monde extérieur, mais il y a une volonté des Gazaouis de poursuivre la vie malgré tout. Et grâce à des gens de bonne volonté comme vous qui essayez toujours de venir sur place pour garder le contact avec les spécialistes palestiniens, avec les gens sur place. Et voilà, et donc l'année dernière, vous avez sorti un livre très important, très intéressant, sur les lieux archéologiques, je vois des mosquées, des églises, des lieux de la période ottomane et Mamelouk. Donc voilà, ça c'était... est-ce que vous pouvez nous parler davantage sur ce livre? Parce qu'il y a des photos, donc, et l'avantage que vous avez dit que le livre était imprimé à Gaza. Ça c'est intéressant pour faire travailler l'imprimerie à Gaza. Et livre en français, en anglais et en arabe, avec des photos originales. Donc c'est vous avez pris les photos, c'est ça? Alors c'est moi qui ai pris les photos, qui ai fait la mise en page de ce livre, grâce au concours d'un Palestinien qui s'intéresse beaucoup à l'histoire et à la préservation du passé de la bande de Gaza, qui est Jawdat Roudali. C'est lui qui prend en charge entièrement les frais de ses études archéologiques et de cette publication. Toutes les photos ont été réalisées dans Gaza, bien sûr, et toute la bande de Gaza, pas simplement Gaza. Il y a aussi des photos à Deir el-Bala ou bien à Khan Younes. Deir el-Bala, où le site d'Al-Khader est très intéressant, puisque on a à la fois dans le même complexe une mosquée et une église, ou en tout cas un lieu chrétien, qui semble avoir cohabité, puisque la mosquée n'a pas détruit l'église pour être construite, mais elle est construite juste à côté et à l'intérieur. Mais on a respecté le site chrétien, puisqu'un escalier permet de descendre de la mosquée jusque dans le site au sous-sol, bien entendu, puisque le christianisme est antérieur à l'islam, donc 700 ans après ou 600 ans après, les niveaux du sol sont montés. Et jusqu'à il y a peu, cette mosquée a été désaffectée il y a une centaine d'années, je suppose, ou même peut-être moins. Mais jusqu'il y a peu, donc, elle est en l'état assez abîmée. Mais l'UNESCO l'a entrepris de la rénover parce que c'est un patrimoine de l'humanité au sens où islam et christianisme ont cohabité les premiers siècles sans aucun problème, et on en a encore la trace aujourd'hui. Il y a d'autres traces à Gaza City même, où l'église Saint-Porphyre est tout à fait voisine, puisque d'une fenêtre de la mosquée à côté, on voit très bien l'église. Un seul petit mur les sépare, on peut facilement passer de l'un à l'autre. Et les deux ont cohabité depuis très longtemps, puisque le niveau de l'église Saint-Porphyre est effectivement bien au-dessous du niveau de la rue. Toujours pareil à cause de son ancienneté. Mais la mosquée qui est juste à côté, Khatiboulaya, est également bien au-dessous du niveau de la rue, ce qui atteste de sa très ancienneté également. Donc c'est intéressant de voir que peu à peu, les
les Palestiniens comprennent et acceptent de se tourner vers le passé. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont les gardiens et les héritiers de leur très riche passé, bien entendu. Et ce riche passé, malgré les difficultés quotidiennes, va bien au-delà de ces difficultés. Donc c'est un patrimoine de Gaza et je dirais c'est un patrimoine pour l'humanité tout entière. Très bien, donc le patrimoine de Gaza. Et vous avez évoqué un point très important, Serge, c'est la cohabitation entre musulmans et chrétiens. Et justement, on va parler après de votre nouveau livre sur les chrétiens de Gaza. Vous êtes en train de préparer un livre avec des photos. Vous êtes en train de fréquenter et de rencontrer quelques membres de la communauté chrétienne à Gaza. Sachez qu'ils ne sont pas nombreux parce qu'il y a une partie qui est actuellement à Bethléem pour les Pâques. C'est la première fois que les autorités israéliennes accordent presque 800 permis pour les chrétiens de Gaza. Ils sont autour de 1300 ou 1400 personnes. Donc presque la moitié, ils ont eu la chance de partir, ils ont commencé à partir. Il y a une partie qui va partir cette semaine, ce dimanche, pour rejoindre Bethléem pour fêter les Pâques, les fêtes des Pâques à Bethléem et à Jérusalem. Justement, donc, peut-être le point en dehors de ce livre très intéressant, des photos extraordinaires, magnifiques, prises par vous-même et par vos soins et surtout les photos aériennes avec les cerfs-volants. En dehors de ces photos, parlez-moi de l'aspect humain. Ça veut dire, est-ce que vous avez rencontré sur le lieu, sur ce site, des musulmans, des chrétiens sur le lieu? Vous avez parlé de la mosquée Kat et Boulaya, vous avez parlé des églises qui cohabitent, qui se côtoient. Il y a un mur seulement qui sépare, des escaliers qui séparent une mosquée et que à travers ces escaliers, les chrétiens peuvent accéder à la mosquée et les musulmans peuvent accéder à l'église. Donc, nous, comme émission Bonjour de Gaza la vie, on a consacré une émission spéciale pour les chrétiens de Gaza, Noël à Gaza. Est-ce que vous avez rencontré des musulmans, même des vieux? Nous avons un appel, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Bara. Bonjour. On t'écoute, Bara. Est-ce que tu as... En tout cas, voilà, justement, je suis en train de poser la question, tu as anticipé. Voilà, en tout cas, Merci. voilà, suivez-nous sur le site. Donc, merci pour ton appel, Bara, donc une étudiante fidèle Merci. à l'émission. Et la semaine dernière, pardon, tu étais l'invité, c'est toi qui as animé l'émission de dimanche 20 mars. C'est une émission exceptionnelle parce qu'il y a beaucoup d'audience et beaucoup de commentaires sur l'émission. Voilà, à toi Serge, la question de Bara sur les différents lieux, notamment religieux. Tu as parlé d'une église et d'une mosquée, c'est que toi. Et donc, ça joint dans ma question. En dehors de ces lieux historiques, est-ce que vous avez rencontré des musulmans ou des chrétiens sur ces différents lieux, même si génération après génération, il y a des jeunes maintenant. Donc, Bara, elle te pose la question sur tes impressions, tes sentiments. Et moi, je pose la question sur l'aspect humain, les rencontres humaines sur place avec des Palestiniens, des Arabes, mais qui sont des confessions musulmanes, chrétiennes. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, je n'ai pas vu des gens se plaindre ni les uns ni les autres. Les musulmans m'ont indiqué où était l'église, les chrétiens m'ont indiqué qu'ils avaient beaucoup d'amis musulmans, que lors des mariages, ils étaient invités, exactement comme les autres, et que cela se passait bien. Il y a bien sûr des exceptions, avec des gens qui sont peut-être un peu plus excités, mais le passé nous montre, en tout cas à une certaine époque, que la coexistence était tout à fait possible. J'ai même rencontré une grand-mère dans la rue du vieux Gaza, et qui m'a dit
Mais autrefois, il y avait des juifs ici et il n'y avait pas de problème. Alors pourquoi aujourd'hui il y a tous ces problèmes? Et je trouve qu'elle résume tout à fait, on peut remplacer le terme juif par des autres religions, par chrétien ou autre, et elle résume tout à fait avec beaucoup de bon sens et beaucoup d'expérience de toute une vie, dont une grande partie de vie de souffrance. Elle résume cette possible cohabitation. Le monde est divers, il n'est pas unique. Si Dieu existe, il a fait des gens différents, il a fait des fleurs de toutes les couleurs. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des gens de différentes pensées? La seule chose qu'il faut, c'est se respecter les uns les autres et arriver à cohabiter, comme justement par le passé, on voit, on a des attestations un peu partout, que cette cohabitation était tout à fait possible. Très bien, donc voilà, ça c'est un appel pour la tolérance, la rencontre entre toutes les religions. Nous, c'est l'humanité qui compte pour nous tous. Malheureusement, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup d'événements en Palestine, dans la région et dans le monde. Des attentats meurtriers, de violences, voilà, malheureusement. Mais le passé, il va nous guider et pour l'avenir. Et je pense que l'humanité va gagner, va s'imposer. Et comme j'ai déjà dit dans un de mes poèmes, l'humanité est plus forte que les prisonniers de la haine pour la liberté contre la haine. Voilà, on va revenir, Serge, à notre débat, notre échange très intéressant. On va parler de sites archéologiques dans la bande de Gaza. Vous avez évoqué donc les sites à Gaza, Jabalia, Deir Balah, Hanserat. C'est vrai, il y a un problème d'entretien, il y a un problème de restauration, d'innovation, notamment comme vous avez évoqué avec les offensives militaires israéliennes, la priorité pour les gens de reconstruire leur maison. Et il y a un problème de restauration, d'innovation. Heureusement, quelquefois, il y a des missions, il y a l'UNESCO qui essaie un peu de proposer quelques aides pour soutenir l'innovation et la restauration et l'entretien de ces sites. Voilà. Quels sont les sites qui ont besoin d'une innovation, qui ont besoin d'un entretien, donc une urgence parmi les sites que tu as visités, que tu connais bien maintenant? Bon, je connais plusieurs sites. Je n'ai pas visité tous les sites cette fois-ci. Je les connaissais il y a quelques années, il n'y avait pas de problème. L'impératif est d'arriver. L'entretien des sites est vrai dans tous les pays, tout le temps, constamment. C'est un site archéologique. Avant de faire les fouilles, il est protégé. Dès qu'on a fait les fouilles, il est en plein air. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses peuvent se détruire, même si elles ont parfois plusieurs millénaires. Donc toute fouille entraîne la destruction du site si on n'y prend pas garde. Donc c'est un énorme problème, pas simplement en Palestine. Il y a de très très gros problèmes en Italie où il y a d'énormes sites archéologiques comme Pompéi, comme Rome, où on a beaucoup de mal, les Italiens ont beaucoup de mal à entretenir notamment le site magnifique de Pompéi qui nous parle de toute une ville d'il y a 2000 ans. Et même les Italiens ont des problèmes financiers, et on en revient toujours au même problème, pour conserver et entretenir ces sites. Ici, ce qu'il faut arriver à faire, je pense que ce travail est déjà fait, je disais tout à l'heure, par des étudiants qui ont été formés à l'histoire, et ce qu'il faut arriver, c'est à développer la sensibilité de la population de Gaza, de tous les Gazaouis. Ça sera plus difficile avec des personnes âgées qui ont d'autres soucis, bien sûr, mais c'est d'arriver à développer leur intérêt pour leur histoire, qu'ils sont une fois encore les héritiers et les héritiers, ça c'est une chose, on n'y peut rien, mais surtout s'ils sont les héritiers, ils en sont aussi les gardiens. Ils en sont les gardiens devant leur histoire et devant le monde entier, comme je disais tout à l'heure. C'est donc un patrimoine de l'humanité. Je voudrais ajouter que tout ce qui est trouvé pendant ces fouilles, l'archéologie est un moyen de connaître son passé, mais ce n'est pas une chasse au trésor. Personne ne cherche des trésors. Pour chercher des trésors, c'est mieux d'attaquer une banque. Là, on est sûr qu'au moins, il va y avoir de l'argent. Mais je veux dire, l'archéologie et le matériel recueilli lors de ces fouilles, il est conservé dans un magasin archéologique, un lieu de stockage et de restauration,
qui est entretenu par un Gazaoui d'ailleurs, qui a été formé en France et qui était à ce congrès à Paris la semaine dernière. Et il est sous la responsabilité de cet étudiant, formé donc en France. Et donc tout le matériel est resté à Gaza. Bien entendu, tout ce matériel est ici à Gaza. C'est un problème de sécurité, bien sûr, il faut l'entretenir, puisque une fois encore, c'est du patrimoine de Gaza. Ça n'a aucun... C'est très bien que ça aille pour des expositions en France, en Amérique ou ailleurs, mais en fait, ça appartient ici, ça doit revenir ici, dans la mesure où il y a les conditions de sécurité pour que ça puisse revenir. Si c'est en sécurité ailleurs, bon, il faut que ça reste ailleurs en attendant. Mais c'est évidemment un patrimoine de Gaza qu'il faut conserver. Est-ce que tes informations, il y a des sites archéologiques qui étaient bombardés par l'armée israélienne? Alors, je n'ai aucune information, j'ai des entendus dire, mais je n'y suis pas allé. Et tant que je n'y suis pas allé, je ne prendrai pas parti parce que je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Ce que disent les gens, j'ai entendu des choses sur certains sites et j'ai entendu le contraire de ces informations. Donc, je ne dirai rien puisque je n'en sais rien. J'ai prévu d'aller me rendre sur place et de me rendre compte par moi-même de la validité de ces informations. Il y a peut-être des instructions minimes ou de matériel à côté qui n'ont rien à voir et qui sont exagérées. Donc c'est en toute honnêteté, je n'en sais rien, donc je me rendrai sur place pour vérifier que c'est bien conservé, que ce patrimoine est bien conservé. Parce que je voulais te poser la question, parce que selon les informations, il y a le site de Nasserlat qui était touché par les bombardements israéliens. Il y a encore une cimetière qui était touché, donc un cimetière chrétien qui était touché lors de l'offensive militaire, parce que dans les bombardements israéliens, ils ne font pas la différence entre civils et entre militaires, et notamment la dernière offensive de 50 jours de l'été 2014, juillet-août 2014. Donc les bombardements, il y avait toutes les 3-4 minutes de bombardements partout, il y avait des hôtels qui étaient touchés, il y avait des salles de mariage, il y avait des mosquées, il y avait une partie d'église qui était touchée par les bombardements israéliens. Ça montre un peu que quand il y a un bombardement, c'est pour cela, comme spécialiste, je voulais te poser cette question sur les sites, les bombardés. Voilà, on va prendre une pause, après on va revenir. Merci. Je suis né dans un pays qui n'existe pas. Je suis né sur une terre qui n'est plus à moi. Une terre occupée, une terre piétinée, une terre autonome sur le papier. Je suis né sous les you-you et les cris de joie. Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire, pour oublier les colons, le blocus et la misère. J'ai grandi bercé au son des récits de l'exil. J'ai grandi au creux des vies suspendues à un fil. Le fil d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour oui la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà. Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi. J'ai vécu à Gaza sans jamais en sortir. J'ai vécu de jour en jour sans remords ni soupir. Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blindés, j'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion, tandis qu'au-dessus de nous paradaient leurs avions. Je suis mort à ton menti d'une balle perdue. Je suis mort assassiné par un homme inconnu qui croyait faire son devoir en tirant dans le brouillard sur des ombres ennemies aux armes dérisoires. Je suis mort comme 1000 autres, 1000 après 1000 avant. Je suis mort un soir d'automne, un soir de Ramadan. Mais je ne voulais que vivre, vivre libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre.
Bonjour de Gaza la vie. Donc voilà, on vient d'écouter la chanson sur Gaza, le groupe Zebda de Toulouse, paroles de Jean-Pierre Fillon. Justement, Jean-Pierre Fillon était au colloque à l'Institut du monde arabe le 19 et le 20 mars dernier. Et voilà, le groupe Zebda de Toulouse qui a chanté une chanson dédiée aux Gazaouis. Elle a parlé de blocus, elle a parlé des agressions israéliennes permanentes, elle a parlé que les Gazaouis, les jeunes Gazaouis, ils voient seulement la mer devant eux, qu'ils ne peuvent pas voyager, qui vivent la misère, mais les Gazaouis qui continuent à s'accrocher à la vie, qui résistent et qui existent et qui persistent. Voilà. On a le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'inviter dans le studio M. Serge Nègre, photographe, infirmier et archéologue français actuellement dans la bande de Gaza. L'échange avec lui est très intéressant sur les sites archéologiques à Gaza, sur le travail remarquable des archéologues, soit palestiniens, soit français ou étrangers, pour entretenir et renouveler et restaurer donc ces sites qui sont un patrimoine pour pas seulement les Palestiniens de Gaza, mais pour l'humanité. Et les Gazaouis doivent protéger ces sites parce que, comme il a dit Serge, ce sont des héritiers de ces sites des sites pour l'humanité. On va revenir à vous, Serge. Donc, il y a eu 2 expositions, je pense, très intéressantes, en France et en Suisse, je pense. Tu as parlé de Jawdat al-Khodari. Je pense qu'il y avait l'exposition, c'était en 2000, sur Gaza millénaire. Et en France, il y avait beaucoup d'expositions sur l'archéologie à Gaza. Avec vous, avec Jean-Baptiste, avec d'autres. Quelle est l'importance de ces expositions pour justement donc pour aider à entretenir ces sites archéologiques? L'importance de ces expositions est évidente, puisqu'elles présentent des trésors de Gaza et elles permettent de parler de Gaza d'une autre façon que dans les informations quotidiennes, à savoir des bombardements, des attentats, des Qassam, des je ne sais pas quoi, des tas de choses qui ne sont pas très intéressantes. Or, Gaza a un très riche passé et il convient de parler de Gaza d'autres façons. Si on veut développer le tourisme qui est aussi un moyen de développement économique de la bande de Gaza, ce serait un excellent moyen pour amener de l'argent à Gaza et pour développer ce territoire qui ne demande qu'à se développer, mais la situation actuelle, évidemment, ne le permet pas. En gros, les sites connus sont préservés. Et le problème, il est avec l'explosion démographique qui a besoin de plus en plus de terrain pour construire, reconstruire. Et parfois, si des sites ne sont pas prospectés et mis à jour avant, il y a risque de destruction lors d'aménagements immobiliers. Ça, c'est clair. En France et partout dans tous les pays du monde, c'est la même chose. Et en France, il y a une loi qui oblige tout aménageur d'un terrain de faire des travaux archéologiques antérieurs. C'est-à-dire d'abord une prospection, voir si en surface, effectivement, on trouve quelque chose. Ensuite, on décape un petit peu le sol pour voir si sous quelques centimètres de terre, il y a quelque chose. Et ensuite, les travaux commencent tout doucement. Et s'il y a quelque chose, le chantier s'arrête. Alors, un laps de temps, on ne veut pas empêcher le développeur du projet de travailler, mais il y a 1 mois, 2 mois accordés à des archéologues pour permettre de protéger, d'étudier ce site surtout, puisque ces sites ont besoin d'être étudiés. Je rappelle qu'une fois encore, l'archéologie n'est pas du tout une chasse au trésor, mais c'est un moyen d'étudier notre passé. Je dis notre parce que la France est la même chose que pour la Palestine, et on a besoin de connaître notre passé. Pour cela, d'ailleurs, il y a un excellent proverbe occitan que je vais dire en français, un dicton qui dit comment tu peux savoir où aller si tu ne sais pas d'où tu viens. Et effectivement, l'archéologie, elle est là pour nous dire d'où on vient, pour nous expliquer où aller. Mais on a besoin de connaître notre passé, comme un arbre a besoin de ses racines pour vivre. Si on coupe ses racines, l'arbre meurt. C'est la même chose pour l'archéologie et l'histoire. Voilà, merci pour ces précisions. Maintenant, en dehors de l'archéologie, des sites archéologiques, on va parler de votre nouveau livre,
vous êtes en train de préparer un nouveau livre sur les chrétiens de Gaza. Et je pense que c'est un projet très ambitieux. Depuis une semaine, 10 jours, tu es en train de faire des rencontres avec la communauté chrétienne, de prendre des photos dans leurs lieux, dans les églises, dans des lieux de culte, dans des associations et des écoles chrétiennes. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement sur ce nouveau livre et vos impressions sur les rencontres avec la communauté chrétienne de Gaza? Oui, alors l'idée de ce livre est une idée du professeur Christophe Oberlin qui arrive dans quelques jours pour travailler à l'hôpital, que je vais rejoindre. Voilà, donc c'est un projet à lui et il m'a dit, toi qui connais Gaza, si tu pourrais rencontrer des gens, c'est-à-dire j'ai dit, oui, on peut rencontrer les gens, mais on peut peut-être non seulement leur poser des questions, mais peut-être les filmer aussi et ça pourrait faire l'objet d'un documentaire. Il y a des émissions religieuses en France qui seraient intéressées pour voir un petit peu la vie des chrétiens de Gaza, parce que beaucoup de gens pensent que Gaza, ce sont des Arabes, et ils sont très étonnés lorsque je dis, mais je vais faire un film ou des images qui vont peut-être devenir un film, j'espère bien, sur les chrétiens de Gaza. Mais il me dit, mais Gaza, ce sont des Arabes. Je dis, oui, et alors? Les chrétiens de Gaza sont des chrétiens arabes, parce qu'encore dans l'opinion publique, on confond on confond arabes et musulmans. Or, tous les Arabes ne sont pas musulmans. Certains sont chrétiens, certains sont athées, et on a des exemples, je me rappellerai à quelques années en arrière, au Liban par exemple, en Irak, où le premier ministre de Saddam Hussein à l'époque, Tarek Aziz, était un chrétien. Alors les chrétiens sont dans les pays arabes, même à Gaza, il ne faut pas oublier qu'il y avait 2 morts chrétiens lors de l'offensive de 2014, un jeune et une dame très âgés qui étaient morts suite à des bombardements israéliens et qui ont touché justement donc un lieu pas loin de l'église grecque de Gaza. Ça montre un peu la solidarité et la cohabitation entre chrétiens et musulmans. Et comme il a dit M. Brahim Jachan, le jeune chrétien qui était invité dans l'émission de 27 décembre 2015 pour parler de nous à Gaza, il a parlé que nous, les chrétiens, les musulmans, donc nous subissons les mêmes sorts, ça veut dire les difficultés, les bombardements, le blocus, les agressions israéliennes et les difficultés donc, quotidiennes, parce qu'il n'y a pas de différence dans les attaques et dans le bombardement entre musulmans et chrétiens. Tout le monde était le cible de ces attaques meurtrières, de ces bombardements israéliens. Maintenant, on va parler il ne reste pas beaucoup de temps, il nous reste seulement 10 minutes pour la fin de l'émission. On va parler sur vos impressions, sur vos différentes rencontres avec les gens. Vous êtes en train de prendre des photos, certes, de filmer, de visiter des sites, mais visiter des lieux religieux, des lieux touristiques, des lieux archéologiques. Mais vous êtes en train de rencontrer des gens. Et comme vous avez dit au début, vous fréquentez Gaza depuis 5 ans maintenant. Quelles sont vos impressions sur les Gazaouis, les Palestiniens de Gaza? Vous êtes en train de rencontrer différents âges, des personnes âgées, des jeunes, des femmes. Donc, quelles sont vos impressions comme Français, comme étrangers sur ces rencontres avec des autres humains gazaouis qui résistent, qui existent, qui persistent malgré donc, les difficultés et malgré le contexte particulier? Alors, j'ai toujours reçu un excellent accueil dans toutes les populations. Lorsqu'il y a des enfants, certains sont un peu excités, mais comme dans tous les pays du monde. Et j'ai les problèmes pour rencontrer les chrétiens. J'ai des problèmes pour rencontrer les chrétiens. Alors, je vais vous dire, c'est pas du tout ce que vous pensez. J'ai des problèmes pour la bonne raison que c'est la semaine de Pâques. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Et il y a eu, comme vous avez dit tout à l'heure, merci, près de 850 ont eu des autorisations d'aller à Jérusalem. Et évidemment, tous ces gens sont partis. Donc ma difficulté, c'est qu'ils ne sont plus là. Ils vont revenir dans les 2 ou 3 jours. Mais jusqu'à présent, il y en a beaucoup que je n'ai pas pu voir à cause de ça. C'est pas du tout à cause de notre problème. Même si certains, parfois, ont peur d'être filmés. Parler, ça va. Être filmé, c'est un peu différent. Mais c'est vrai un petit peu dans tous les pays. Il y a toujours des craintes de ce qu'on va dire ou qui peut être mal interprété ou autre. Mais à part ça, je n'ai pas eu de gros problèmes pour rencontrer les gens. Et je dirais même que, a priori, je suis partout très très bien reçu.
Et comment vous trouvez les Gazaouis? Est-ce qu'ils sont optimistes pour l'avenir à travers tes rencontres avec les gens sur place? Les gens sont optimistes, c'est difficile d'être optimiste, mais on ne peut être que réaliste et voir un petit peu donc les choses comment elles se passent et les difficultés qui finalement non seulement ne sont pas aplaties, mais semblent croître là, puisque le pays se ferme de plus en plus, et que donc il faut rester optimiste. Hein. La vie continue, Gaza la vie, il faut toujours souhaiter la vie, mais les difficultés sont telles que on ne sait pas trop ce qui va se passer. Gaza n'est pas prioritaire dans l'actualité internationale, puisqu'on sait ce qui se passe ailleurs au Moyen-Orient, et donc on ne sait pas trop que penser ici. C'est relativement calme pour le moment. En tout cas, moi, je n'ai aucun problème personnel à rencontrer tous les gens que j'ai rencontrés, pas la majorité, mais tous les gens que j'ai rencontrés. Vous avez visité donc récemment le département français, où vous avez rencontré les étudiants. Comment vous trouvez ce département? D'une part, c'est ta deuxième ou troisième visite. Chaque fois que tu viens à Gaza, tu insistes à venir rencontrer les étudiants. Comment vous trouvez les étudiants de français dans le département français de l'Université Larsa? Et tes impressions sur ces étudiants? Bon, ma première impression, c'est que les étudiants de quatrième année parlent aussi bien français que moi, et peut-être mieux, pour certaines expressions. C'est excellent, ce département. On forme des gens qui, en quatrième année, sont tout à fait capables de se débrouiller en France et de faire fonctionner une classe sans aucun problème. Les premières années ont un peu plus de difficultés, mais c'est normal, ce sont les premières années. Je trouve que enseigner le français, c'est courageux, parce que ce n'est pas la langue qu'on va parler dans le monde entier. Mais elle est importante, et lorsque je demande pour quelle raison, on me dit parce que c'est très joli, c'est très beau. Quand on entend le français, ça nous fait rêver. Alors il y a peut-être une part de rêve, effectivement. Mais je pense que enseigner le français est peut-être secondaire pour moi par rapport aux rencontres que ça peut permettre avec des étudiants. Et j'ai l'impression, lorsque je viens, ça va être un petit peu orgueilleux ce que je vais dire, mais d'être une espèce de fenêtre ouverte sur le monde, sur ailleurs. Et on parle finalement de tout, sauf de littérature, alors on devrait parler peut-être que de ça. Les étudiants peuvent s'exprimer, poser des questions en français, je réponds, et les questions vont de choses plus ou moins personnelles et familiales jusqu'à de la politique internationale. C'est très 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 ouvert, et c'est un excellent lieu de rencontre et d'ouverture sur le monde. Et on parle toujours, surtout de tout et de rien dans les départements. Voilà le principe et la stratégie du département, comme tu as dit. Donc c'est essayer d'avoir une ouverture sur le monde francophone, donc grâce à ce département, grâce aux échanges, mais surtout grâce à des gens solidaires comme vous et les peu de francophones qui viennent à Gaza, qui insistent de venir rencontrer les jeunes étudiants. C'est vrai qu'au département de français, à travers le département, à travers l'émission de français, on essaye un peu d'avoir un lien avec le monde francophone, on essaye d'avoir une ouverture sur le monde francophone. Gaza souffre de blocus, souffre de difficultés de sortir et d'entrer, souffre des fermetures de frontières, souffre de chômage et de difficultés économiques, mais Gaza essaye de garder espoir, et je pense que l'enseignement de français fait partie de la résistance des jeunes Gazaouis et l'ouverture vers un monde francophone, un monde de plus en plus qui soutient la cause de la justice, la cause palestinienne. Justement, à la fin de cette émission, vous avez participé l'année dernière à une journée d'études. Vous avez fait une intervention via Skype sur donc c'était le thème de cette journée d'études, les relations franco-palestiniennes, justement. Et vous avez fait une intervention via Skype. Vous n'étiez pas sur Gaza à ce moment-là. C'était en avril 2015 et vous avez fait depuis Paris ou Toulouse, je ne sais pas. Vous avez fait une intervention très intéressante via Skype sur justement les sites archéologiques à Gaza, et vous avez beaucoup insisté sur l'importance de développer ces sites pour le tourisme de Gaza et pour l'économie de Gaza. Donc on va vous remettre le diplôme et l'attestation de participation
à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire Oui, à la fin de cette émission? Oui. Oui, je voudrais dire pour cette parcelle de terre qui a contribué à faire se rencontrer l'Orient et le monde méditerranéen et l'Occident, si par le passé ça a été vrai, je souhaite que l'avenir soit également tourné vers cette ouverture et cette rencontre entre l'Orient et le monde méditerranéen pour une meilleure compréhension et une meilleure étude et une meilleure coopération, en fait, pour le bien commun de toute l'humanité. Merci à vous tous. En tout cas, ça nous fait un plaisir, Serge, de vous accueillir. Merci d'être venu participer. Donc, vous avez parlé du département français, mais il y a l'émission de français qui essaye de garder le contact entre Gaza et le monde francophone. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Je vous rappelle que la prochaine émission aura lieu le dimanche 3 avril 2016, de 14h à 15h. Je pense qu'on est passé à l'heure d'été en France, en Belgique, en Suisse et même à Gaza. Le thème sera les peintres de Gaza. On va inviter 2 jeunes peintres francophones de Gaza qui vont nous parler de la création artistique dans cette région sur blocus. Voilà, j'ai le plaisir, Serge, de vous remettre donc votre attestation de participation à la journée d'études. Donc c'était l'occasion de vous remettre cette attestation de participation. Merci d'être venu aujourd'hui et merci pour cette participation intéressante sur, merci beaucoup. Sur la journée d'études sur les relations franco-palestiniennes. Merci beaucoup. Merci. Merci à Ahmed Mosni, merci à Msada, les techniciens. Et merci à Mahmoud El Banna qui t'accompagne à Gaza. Donc voilà. Merci beaucoup. Voilà. J'ai grandi autre des vies suspendues à un fil. Le fil d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour, oui, la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoiement.